Chapitre 1. De longues ombres sur la neige. Quelque part dans l'âge de glace. L'Europe, il y a environ 80 000 ans, Kharn, le néandertalien, était sur le point de devenir un homme. Ou mourir en essayant. Ce qui, selon la personne à qui vous demandiez dans son clan, était essentiellement la même chose. S'il revient sans mammouth, nous le jetons du haut de la falaise, a déclaré Groba, le motivateur officiel du clan et lanceur de pierres à temps partiel. Tradition. Kharn, quant à lui, était accroupi derrière un buisson chargé de neige, tremblant comme un louveteau humide avec une anxiété de performance. Il plissa les yeux à travers le brouillard en observant l'énorme ombre qui avançait lentement devant lui. C'était un renne, un gros. Pratiquement un buffet ambulant. C'était son épreuve, son rite de passage, son moment épique. Il faisait aussi très froid, et Kharn avait très faim, et il avait d'une manière ou d'une autre réussi à oublier sa lance la plus aiguisée dans la grotte. Il était plutôt armé d'un bâton modérément pointu et d'une grande confiance en lui qu'il ne méritait absolument pas. Derrière lui, la forêt murmurait des secrets que seuls les vieux pins et les écureuils légèrement éméchés pouvaient comprendre. La neige craquait sous ses pieds massifs de néandertaliens qui ressemblaient plus à des formations géologiques qu'à des membres humains. « Juste un lancer propre », murmura Kharn pour lui-même. « Juste comme à l'entraînement. » Sauf que la cible ne bougeait pas, ou me regardant, ou en colère, ou potentiellement mortelle. Le renne renacla. Il tourna sa tête ornée de bois et croisa le regard de Kharn. Kharn se figea. Le renne ne l'a pas fait. Il a chargé. Kharn, étant un fier membre d'une espèce conçue comme un bélier bipède, décida que la réponse la plus rationnelle était de crier, de lancer sa lance vaguement vers la Scandinavie et de fuir à des vitesses qui le surprenaient même lui-même. Il zigzaguait d'à travers la neige, sautant par-dessus des troncs, s'écrasant dans les buissons et inventant peut-être le parcours plusieurs millénaires trop tôt. Derrière lui, les rennes abandonnèrent, confus, légèrement insultés, et rédigeant déjà une plainte virulente au conseil forestier. Finalement, Kharn trébucha sur une racine, tomba face première dans une congère, et y resta, immobile, essayant de décider si mourir de froid était moins embarrassant que de rentrer les mains vides. La grotte du clan Dents de Flamme était taillée dans le flanc d'une falaise qui semblait avoir perdu un pari avec la gravité. À l'intérieur, la chaleur, la fumée et le léger parfum de poils de mammouth brûlés emplissaient l'air. Le vieux Goran, le gardien du feu du clan et philosophe à temps partiel, principalement non agréé, piquait le foyer avec le genre de solennité habituellement réservé aux rituels funéraires ou aux navets particulièrement têtus. Le garçon a du caractère, dit Goran. Aussi très peu de cervelle. Mais les ancêtres aiment l'équilibre. L'équilibre ne fait pas rôtir la viande, murmura Laa, la guérisseuse, qui était à mi-chemin de coudre la cuisse d'un guerrier et à 3/4 de regretter ses choix de vie. Il reviendra, dit Goran. Avec quoi? Sa dignité dans un sac? Avec sagesse? Ou des os? De toute façon, nous apprenons. Groba grogna. Il ferait mieux d'apporter quelque chose avec de la viande dessus. Je ne vais pas mâcher sa croissance morale. Dans la neige, Kharn avait un moment. D'accord, murmura-t-il, en enlevant la neige et la fierté. Ça aurait pu aller mieux, mais personne n'a vu. Peut-être que c'est encore récupérable. Peut-être que je chasse quelque chose de plus petit, comme un oiseau, ou de la mousse, ou une pierre très agressive. Il erra pendant des heures,
son estomac faisant des bruits qui alarmaient les corbeaux de passage. La forêt s'étendait dans toutes les directions, une étendue infinie de blanc, de brun et de regrets existentiels. Finalement, il tomba sur un ruisseau, gelé, bien sûr. Tout était gelé, même ses rêves. C'est alors qu'il les vit, des traces. Pas animal, pas tout à fait humain, quelque chose de différent, plus léger, plus délicate, comme quelqu'un qui portait des chaussures qui ne faisaient pas office d'armes. Curieux, Karn suivit les traces, sans se douter qu'il allait découvrir quelque chose qui changerait sa vie, sa tribu, et possiblement toute la trajectoire de l'évolution humaine. Mais avant cela, il tomba dans le ruisseau. Il se brisa sous son poids comme une fausse vitre en sucre dans une mauvaise série télévisée préhistorique. Karn poussa un cri qui ne pouvait être décrit que comme une panique de dauphin préhistorique et se débattit dans l'eau glacée. Il refit surface quelques instants plus tard, trempé, gelé, et jurant dans un dialecte qui n'avait que 12 mots, mais 47 variations de aïe. « Génial, murmura-t-il. Maintenant, je sens l'urine de mammouth froid. » Puis il vit l'ombre. À travers la clairière, silhouettée contre les arbres enneigés, se tenait une silhouette. Grand, mince, droit, pas de Néandertal. Karn cligna des yeux. La silhouette ne bougea pas. Il fit un pas en avant. La silhouette lui lança une pierre. Karn esquiva. « Ami !» appela-t-il dans le langage universel des mains levées et de l'optimisme légèrement terrifié. La silhouette dit quelque chose. Cela sonnait. Mélodieux. Doux. Confusément articulé. Karn ne comprenait rien de tout cela, mais se sentait étrangement moqué. Puis, la silhouette disparut dans les bois. Karn, pour des raisons qu'il ignore même lui-même, s'est lancé à sa poursuite. De retour dans la grotte, Goran fixait le feu. « Le vent change, dit-il. Quelque chose arrive. » Là a levé les yeux au ciel. « C'est l'hiver, Goran. Le vent change toujours. »« Non, non, insista-t-il. C'est le destin. Un tournant. Un changement sacré. » Groba entra, traînant un porc-épic congelé de la taille d'un petit pain. « J'ai trouvé le dîner, dit-elle. Quelqu'un a vu le garçon ? Ou devrions-nous simplement le déclarer légèrement mort et manger ses restes ? Il marche sur le chemin de l'inconnu, dit Goran solennellement. Ça ressemble à une façon élégante de dire « perdu dans les bois comme un idiot », grogna Groba. Peut-être. Mais chaque histoire commence avec un imbécile. Espérons simplement que la nôtre se termine par quelque chose de comestible. Karn n'a pas attrapé la silhouette ce jour-là, ou le lendemain, mais il continuait à trouver des signes, des empreintes étranges, des marques sur les arbres. Une fois, un dessin grossier sur une pierre qui ressemblait étrangement à un smiley, le faisant signe de se casser. Il commença à se demander s'il était en train de se faire berner. Et étrangement, cela ne le dérangeait pas. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas seulement un dos solide ou une future proie pour les mammouths. Il poursuivait un mystère, une légende, possiblement une hallucination provoquée par une légère hypothermie. Mais quoi que ce soit, c'était là dehors. Attendant, et Karn Flametooth, fils de personne de particulièrement célèbre, allait le trouver. Même s'il devait inventer la traque, les raquettes et la vulnérabilité émotionnelle en cours de route. Chapitre 1. De longues ombres sur la neige. Quelque part à l'âge de glace. L'Europe, il y a environ 80 000 ans, Karn, le néandertalien,
était sur le point de devenir un homme, ou mourir en essayant. Ce qui, selon la personne à qui vous demandiez dans son clan, était essentiellement la même chose. S'il revient sans mammouth, on le jette du haut de la falaise, a déclaré Groba, le motivateur officiel du clan et lanceur de pierres à temps partiel. Tradition. Karn, quant à lui, était accroupi derrière un buisson chargé de neige, tremblant comme un louveteau humide, avec une anxiété de performance. Il plissa les yeux à travers le brouillard, en direction de l'énorme ombre qui avançait lourdement devant lui. C'était un renne. Un gros. Pratiquement un buffet ambulant. C'était son épreuve, son rite de passage, son moment épique. Il faisait aussi très froid, et Karn avait très faim, et il avait d'une manière ou d'une autre réussi à oublier sa lance la plus aiguisée dans la grotte. Il était plutôt armé d'un bâton modérément pointu et d'une grande confiance en lui qu'il ne méritait absolument pas. Derrière lui, la forêt murmurait des secrets que seuls les vieux pins et les écureuils légèrement éméchés pouvaient comprendre. La neige craquait sous ses énormes pieds de néandertaliens qui ressemblaient plus à des formations géologiques qu'à des membres humains. Juste un lancer propre, murmura Karn pour lui-même. Juste comme à l'entraînement, sauf que la cible ne bougeait pas, ou me regardant, ou en colère, ou potentiellement mortelle. Le renne renâcla. Il tourna sa tête ornée de bois et croisa le regard de Karn. Karn se figea. Le renne ne s'est pas arrêté. Il a chargé. Karn, étant un fier membre d'une espèce conçue comme un bélier bipède, décida que la réponse la plus rationnelle était de crier, de lancer sa lance quelque part vaguement vers la Scandinavie et de fuir à des vitesses qui le surprenaient même lui-même. Il zigzaguait à travers la neige, sautant par-dessus les troncs, se frayant un chemin à travers les buissons et inventant peut-être le parcours plusieurs millénaires trop tôt. Derrière lui, les rennes abandonnèrent, confus, légèrement insultés, et commençant déjà à rédiger une plainte virulente au conseil forestier. Finalement, Karn trébucha sur une racine, tomba face contre une congère, et y resta, immobile, essayant de décider si mourir de froid était moins embarrassant que de rentrer les mains vides. La grotte du clan Dents de Flamme était taillée dans le flanc d'une falaise qui semblait avoir perdu un pari avec la gravité. À l'intérieur, la chaleur, la fumée et le léger parfum de poils de mammouth brûlés emplissaient l'air. Le vieux Goran, le gardien du feu du clan et philosophe à temps partiel, principalement non agréé, piquait le foyer avec le genre de solennité habituellement réservé aux rituels funéraires ou aux navets particulièrement têtus. « Le garçon a du caractère », dit Goran. « Aussi très peu de cervelle. Mais les ancêtres aiment l'équilibre. »« L'équilibre ne fait pas rôtir la viande, » murmura Laa, la guérisseuse, qui était à mi-chemin de coudre la cuisse d'un guerrier et à 3/4 de regretter ses choix de vie. « Il reviendra, » dit Goran. « Avec quoi? Sa dignité dans un sac? Avec sagesse? Ou des os? De toute façon, nous apprenons. » Groba grogna. Il ferait mieux d'apporter quelque chose avec de la viande dessus. Je ne vais pas mâcher sa croissance morale. Dans la neige, Karn avait un moment. D'accord, murmura-t-il, en enlevant la neige et la fierté. Ça aurait pu aller mieux. Mais personne n'a vu. Peut-être que c'est encore récupérable. Peut-être que je chasse quelque chose de plus petit, comme un oiseau, ou de la mousse, ou une pierre très agressive. Il erra pendant des heures, son estomac faisant des bruits qui alarmaient les corbeaux de passage. La forêt s'étendait dans toutes les directions, une étendue infinie de blanc, de brun et de regrets existentiels. Finalement, il tomba sur un ruisseau, gelé. Bien sûr,
Tout était gelé, même ses rêves. C'est alors qu'il les vit. Des traces. Pas animal. Pas tout à fait humain. Quelque chose de différent. Plus léger, plus délicate. Comme quelqu'un qui portait des chaussures qui ne faisaient pas office d'armes. Curieux, Karn suivit les traces, sans se douter qu'il allait découvrir quelque chose qui changerait sa vie, sa tribu, et possiblement toute la trajectoire de l'évolution humaine. Mais avant cela, il tomba dans le ruisseau. Il se brisa sous son poids comme une fausse vitre en sucre dans une mauvaise série télévisée préhistorique. Karn poussa un cri qui ne pouvait être décrit que comme une panique de dauphin préhistorique et se débattit dans l'eau glacée. Il refit surface quelques instants plus tard, trempé, gelé, et jurant dans un dialecte qui n'avait que 12 mots, mais 47 variations de aïe. « Génial, murmura-t-il. Maintenant, je sens l'urine de mammouth froid. » Puis il vit l'ombre. À travers la clairière, silhouettée contre les arbres enneigés, se tenait une silhouette. Grand, mince, droit, pas de Néandertal. Karn cligna des yeux. La silhouette ne bougea pas. Il fit un pas en avant. La silhouette lui lança une pierre. Karn esquiva. « Ami » appela-t-il dans le langage universel des mains levées et de l'optimisme légèrement terrifié. La silhouette dit quelque chose. Cela sonnait. Mélodieux, doux, confusément articulé. Karn ne comprenait rien de tout cela, mais se sentait étrangement moqué. Puis, la silhouette disparut dans les bois. Karn, pour des raisons qu'il ignore même lui-même, s'est lancé à sa poursuite. De retour dans la grotte, Goran fixait le feu. « Le vent change, dit-il. Quelque chose arrive. » Là a levé les yeux au ciel. « C'est l'hiver, Goran. Le vent change toujours. »« Non, non, insista-t-il. C'est le destin. » Un tournant, un changement sacré. Groba entra, traînant un porc-épic congelé de la taille d'un petit pain. « J'ai trouvé le dîner, » dit-elle. « Quelqu'un a vu le garçon ? Ou devrions-nous simplement le déclarer légèrement mort et manger ses restes ? Il marche sur le chemin de l'inconnu, dit Goran solennellement. Ça ressemble à une façon élégante de dire « perdu dans les bois comme un idiot », grogna Groba. Peut-être. Mais chaque histoire commence avec un imbécile. Espérons simplement que la nôtre se termine par quelque chose de comestible. Karn n'a pas attrapé la silhouette ce jour-là. Ou le lendemain, mais il continuait à trouver des signes, des empreintes étranges, des marques sur les arbres. Une fois, un dessin grossier sur une pierre qui ressemblait étrangement à un smiley, le faisant un doigt d'honneur. Il commença à se demander s'il était en train de se faire jouer. Et, étrangement, cela ne le dérangeait pas. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas seulement un dos solide ou une future proie pour les mammouths. Il poursuivait un mystère, une légende, possiblement une hallucination provoquée par une légère hypothermie. Mais quoi que ce soit, c'était là dehors. Attendant. Et Karn Flametooth, fils de personne de particulièrement célèbre, allait le trouver. Même s'il devait inventer la traque, les raquettes et la vulnérabilité émotionnelle en cours de route. Chapitre 2. Sous le toit de pierre froide, le plafond de la grotte fuyait. Ce n'était pas une surprise. Tout dans la grotte fuyait, fumait, goûtait ou faisait des bruits inquiétants lorsque le feu s'éteignait trop. Karn avait grandi ici, sous cette surplomb de calcaire dentelé qui ressemblait à la manière dont la terre haussait les épaules, et il avait appris à dormir à travers le vent, les tempêtes de neige et les occasions où un raton laveur surpris tombait du plafond. Aujourd'hui, cependant, la grotte était plus silencieuse que d'habitude.
trop silencieuse. Le genre de silence qui suggérait que quelque chose allait exploser, ou que quelqu'un avait encore accidentellement fait tomber une vessie de yak fermentée dans la marmite. Goran, le gardien du feu, était assis au centre de la chambre principale, entouré de braises et de fumée, fredonnant sans mélodie, en enfonçant un bâton dans les cendres, avec la satisfaction suffisante d'un homme qui savait qu'il allait offrir à quelqu'un une vision totalement non sollicitée. Là broyait quelque chose de verdâtre en une pâte. Groba aiguisait des pierres avec d'autres pierres, murmurant des berceuses violentes pour elle-même. Et le reste du clan. Il faisait semblant de ne pas s'inquiéter. 3 jours, dit enfin Laha. 3, Groba aboya. C'est pratiquement une gestation de mammouth. C'est 22 mois, corrigea Goran. Groba lui lança un caillou. Peut-être qu'il a trouvé quelque chose, dit Laha, plus pour elle-même que pour quiconque. Peut-être qu'il chasse. Peut-être. Peut-être qu'il est tombé dans un trou et a épousé un glouton, grogna Groba. Peut-être qu'il s'entraîne à revenir sans tête et à trouver des excuses. Goran, comme toujours, a choisi d'être mystique. La glace parle. Le feu rêve. Kaarn est sur un chemin que peu peuvent emprunter. Oh, il marche certainement, murmura Groba. Probablement en rond. Kaarn marchait, en fait, en rond. De grande. Autour de ce qui semblait être une immense tanière de blaireaux abandonnés qu'il envisageait sérieusement de transformer en un Airbnb temporaire. Il était trempé, gelé, affamé, et légèrement convaincu que la mystérieuse silhouette de tout à l'heure l'avait maudit avec quelque chose appelé « développement de l'intrigue ». Il murmura des malédictions néandertaliennes anciennes entre ses dents. « Neige dans mon pagne. Et que ton mammouth ne se baigne jamais. » Et le toujours populaire « aïe ». Finalement, il trébucha, littéralement, dans un abri. Une grotte basse avec des murs noircis, des dessins fanés et l'odeur âcre de vieux pets d'ours. En d'autres termes, parfait. Il alluma un feu en utilisant des techniques transmises de génération en génération. Silex, mousse séchée, colère et doute de soi répétitif. Le feu s'est allumé en crépitant, et Kaarn l'a fixé du regard. Il commença à dessiner. Rien de fancy, juste des lignes, des points, un renne rudimentaire et un bonhomme allumette avec des sourcils très épais, lui-même. Puis, alors qu'il ajoutait des flammes sous le renne, il entendit un bruit. Une toux, délicat, incontestablement humain. Il se retourna. Là, à l'entrée de la grotte, la silhouette se tenait à nouveau. Seulement cette fois, elle n'était pas une silhouette. Elle était réelle. Elle était humaine. Mais pas comme lui. Mince, droit. Des vêtements cousus, pas enroulés, des yeux perçants, comme si elle avait déjà jugé son feu, son dessein et sa direction générale dans la vie. Kaarn cligna des yeux. Elle haussait un sourcil, puis elle éternua. « À tes souhaits » dit-il, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que cela signifiait. Elle s'approcha. Kaarn lui offrit un morceau d'écureuil fumé. Elle l'accepta avec suspicion, le renifla et le mangea quand même. Pendant l'heure suivante, ils se regardèrent fixement à travers le feu. Elle se désigna du doigt. « Allah !» Il se désigna du doigt. « Kaarn !» Elle a pointé le dessin, puis vers lui, puis elle a ri. Kaarn sourit. La langue était surestimée. De retour dans la grotte de la dent de flamme, Goran se leva soudainement. L'étincelle s'enflamme. Là leva les yeux.
Quoi maintenant? La traversée, le toucher de l'autre, l'union du feu et de la forme. Grobah se leva aussi. Tu fais encore un AVC, Goran. Karn a rencontré l'autre. Quel autre? Celui qui marche comme nous, mais pas. Parle comme le vent. Sans l'herbe, celui qui a été prédit. Grobah lança une autre pierre. Prédit cela. Dans la grotte, Karn et Allah étaient maintenant assis côte à côte, partageant la chaleur. Les mots restent maladroits, mais les gestes, ceux-là ont bien fonctionné. Elle lui montra son sac, tissé, pas simplement attaché de manière grossière. À l'intérieur, du silex, de la viande séchée, des outils fabriqués avec élégance. Il lui montra son bâton. C'était, il faut l'admettre, moins impressionnant. Pourtant, elle sourit. Dehors, la neige tombait plus fort. Le monde se réduisit à une lueur de feu, de souffle et de curiosité partagée. Et quelque part au fond du ventre de Karn, au-delà de la faim et de l'hypothermie, quelque chose de nouveau scintillait. Espoir ou du gaz, probablement les deux. Probablement mais certainement le début de quelque chose de grand. Karn essaie d'expliquer ce qu'est un mammouth en utilisant la danse interprétative. Chapitre 3. Silhouette et piège. Karn se réveilla au son de quelque chose qui mâchait. Pas le bruit réconfortant d'un membre de la tribu en train de ronger des côtes de mammouth. Non, c'était délicat, méthodique. Comme quelqu'un qui respectait la nourriture. Il ouvrit un œil. Allah mangeait une tranche de viande séchée, avec élégance, comme s'il s'agissait d'un repas 3 services et non d'une plaque de viande préhistorique. Karn se redressa, les cheveux en bataille comme une meule de foin frappée par la foudre. Son estomac grogna en signe de protestation. Fortement, Allah leva un sourcil. Elle fouilla dans son sac et lui lança quelque chose. Ça lui a frappé le visage. « Ouf. Merci, dit-il, acceptant la bouchée avec toute la grâce d'un blaireau sauvage découvrant des encas. Ils mâchaient en silence. La méfiance mutuelle avait cédé la place à une curiosité prudente. Et des bruits digestifs. Après le petit déjeuner, Karn tenta de communiquer. Il lui a montré du doigt, a fait un geste de marche avec ses doigts, puis a pointé vers l'horizon. Allah cligna. Il réessaya, cette fois de manière plus dramatique, agitant ses membres comme une pieuvre confuse. Elle fronça les sourcils. Puis elle répondit avec sa propre pantomime, qui incluait une révérence, un oiseau, et peut-être une danse interprétative. Ils se regardèrent tous les deux, complètement perdus. « C'est génial », murmura Karn. « Vraiment un échange culturel pour les âges. » De retour au QG de Flametooth, Grobah était en pleine crise de rage. Pierre, pas vomi. Bien que les deux étaient possibles. « Il est parti trop longtemps, » grogna-t-elle. « Si je ne frappe pas quelque chose bientôt, je vais commencer à inventer une religion. » Trop tard, dit Goran, qui méditait actuellement la tête en bas sur un crâne de mammouth. Il aurait dû revenir, ajouta la A. Même les idiots ne restent pas disparus aussi longtemps à moins qu'ils ne trouvent quelque chose de distrayant. Ou mort. Goran ouvrit un œil. Il apprend. Grobah cracha dans le feu. Il ferait mieux d'apprendre à survivre à un coup de tête. Parce que c'est ce qu'il va recevoir en entrant. Pendant ce temps, Karn et Allah avaient découvert un amour commun. Lancer des choses sur les arbres. Cela avait commencé innocemment. Karn avait lancé une pierre sur une bûche. Allah, clairement compétitif, en avait lancé un plus fort, puis plus haut, puis en arrière par-dessus son épaule. À midi, ils avaient inventé la première épreuve olympique,
lancer de pierres primitifs. Kharn était en train de perdre. Mal, mais seulement parce qu'Alar continuait à tricher en étant précise et stratégique et en ne trébuchant pas sur ses propres pieds. « D'accord, » dit-il, se relevant après une nouvelle roulade ratée. « Tu gagnes. » Alar sourit, les bras levés comme une déesse serre victorieuse. Puis ils entendirent le craquement. Tous deux se figèrent. Un autre bruit, un grognement bas. Et puis, un grognement. De la lisière des arbres émergeaient deux ombres massives. Des loups, énormes, musclés, clairement pas des véganes. Kharn a fait ce que ferait tout néandertalien courageux. Il a crié et agité les bras. Allah, plus pratique, sortit une lance et prit une posture qui criait « J'ai déjà fait ça et tu vas regretter tes choix ». Les loups avancèrent. Un loup s'élança. Kharn a essayé de le plaquer. Il a raté. En quelque sorte, il a en fait trébuché sur une bûche et s'est jeté sur le loup, ce qui a peut-être techniquement fonctionné. Chaos, grogne, criant. Un loup s'enfuit. L'autre a essayé de mordre le visage de Kharn, mais a rapidement reçu un coup sur la tête avec le manche de la lance d'Alar. Enfin, le silence. Ils étaient vivants. Couverts de neige, de contusions et d'angoisse existentielle, mais vivants. Kharn se redressa, le souffle brouillant l'air. « Ça va ?» Allah hocha la tête, puis il se pencha et le tira vers le haut comme s'il pesait environ 3 plumes et demie. Kharn cligna des yeux. « Tu es forte. » Elle a fléchi son bras. Il s'évanouit légèrement. Plus tard dans la nuit, ils se sont assis près du feu. Encore. Alar traçait des formes dans la terre. Cercle, ligne. Des étoiles? Kharn a essayé de la copier. Son dessin ressemblait à un mammouth qui était tombé d'une colline et était mort de honte. Ils ont ri. C'était la première fois que Kharn riait depuis des semaines. Puis elle a pointé sa poitrine. « Allah !» Il la désigna du doigt. « Allah !» Elle hocha la tête. Puis elle a pointé une gravure sur son collier. Une figure avec un soleil au-dessus. « Femme soleil ?» Kharn devina. Elle sourit. Puis elle le désigna du doigt. « Kharn !» Elle inclina la tête. Puis elle a pointé son arcade sourcilière. Il hocha la tête. Elle a dessiné une pierre. « Tu penses que je suis bête ?» Elle sourit encore plus largement. « D'accord, juste. » Dans la grotte de Flametooth, Goran déclara « Il s'est lié. » À quoi? Groba exigea. Un arbre. Une hallucination. Un ours profondément confus. L'autre. La traversée commence. Groba se leva, craqua ses jointures et dit « S'il n'est pas de retour dans 2 jours, je vais croiser quelque chose, son crâne. » Le lendemain matin, Kharn et Allah traquèrent le gibier ensemble. Enfin, presque. Kharn marchait surtout sur des brindilles, effrayait les oiseaux et tombait dans un ravin peu profond. Allah, en revanche, se déplaçait comme une brise en botte. Ils ont trouvé une piste. Sanglier. Un gros. Possiblement de la taille d'un petit cheval, avec des problèmes de colère. Allah fit un geste pour l'encadrer. Kharn hocha la tête avec confiance. 10 minutes plus tard, il était suspendu la tête en bas à un piège à lacets sur lequel il n'avait définitivement pas l'intention de marcher. « À l'aide !» dit-il en se balançant doucement. Alar s'approcha, riant si fort qu'elle faillit les laisser tomber sa lance. Elle le trancha. Il atterrit avec un bruit sourd, grogna et se retourna. « Alors, grogna-t-il, le choc des cultures se passe bien, tu crois ?» Allah tendit la main. Kharn la saisit. Plus tard, près du feu, Kharn tenta de raconter une histoire.
Il a mimé sa chasse aux rennes ratées. Alar gloussa. Il imita la bête qui chargeait. Son lancer héroïque. Sa noble retraite, qui ressemblait surtout à lui agitant les bras de manière désordonnée et criant. Elle a applaudi. Puis elle a mimé sa propre histoire, élégante, audacieuse, se terminant par un geste symbolique de lever de soleil. Ils ont applaudi ensemble. Rire. Et quelque chose d'étrange s'agita dans la poitrine de Kharn. Connexion. Il ne savait toujours pas qui elle était, ou d'où elle venait, mais il savait ceci, elle le voyait. Pas seulement les biceps et la bosse du sourcil, lui, sous toute cette graisse de mammouth. Et peut-être, juste peut-être, il n'était pas un idiot complet à ses yeux, même s'il est tombé dans 3 fosses en une journée. Chapitre 4. La chaleur des étrangers. Le soleil se leva comme un jaune d'œuf désintéressé, étalé sur le ciel glacé. Kharn cligna des yeux dans la lumière pâle, toujours incertain si la nuit dernière avait vraiment eu lieu, ou s'il avait simplement rêvé d'une femme capable de lancer des pierres mieux que lui et de lutter avec des loups pour le plaisir. Non, elle était réelle. Elle rangeait le camp. Allah se déplaçait avec détermination, roulant son équipement, rangeant la nourriture et lançant à Kharn de temps en temps un regard qui disait « Tu es mignon, mais aussi un danger pour toi-même et les petits mammifères. »« Où allons-nous » Kharn demanda, gesticulant dans toutes les directions, comme un poulet désorienté par la météo. Allah pointa vers l'est. Ah, pointage, silencieux, mystérieux. Le classique. Il a suivi, bien sûr, comme un chiot loyal, légèrement confus et extrêmement musclé. Ils ont marché pendant des heures. La neige crissait sous leurs pieds. Les oiseaux se moquaient d'eux depuis les cimes des arbres. Kharn glissa sur une plaque de glace et jura si fort qu'il effraya une chouette au point de la faire muer prématurément. Enfin, ils atteignirent une falaise. En bas, niché dans une vallée, se trouvait un village, mais pas comme celui de Kharn, des tentes bien rangées, cadres en bois, disposition organisée. La fumée s'élevait en douces volutes des foyers centraux. Les enfants jouaient avec des bâtons qui n'étaient clairement pas des armes. Le cerveau de Kharn fit une pause. Sont-ils point propres ? Allah rayonnait. Elle prit sa main. Kharn oublia immédiatement comment fonctionnaient les jambes. Il trébucha tout le long de la colline, en partie à cause du terrain, en partie parce qu'une jolie femme lui tenait la main, et en partie parce que la gravité est une bête sans cœur. Le premier à les saluer était un homme grand, avec une barbe extrêmement bien entretenue, et la posture de quelqu'un qui n'avait jamais accidentellement donné un coup de tête à un arbre. Il parlait la langue d'Allah. Elle répondit couramment. Kharn cligna des yeux comme une chouette en plein jour. Puis l'homme se tourna vers Kharn. Il sourit, poli, prudent, puis il dit quelque chose qui semblait agréable. Kharn répondit de la seule manière qu'il connaissait. Il gonfla sa poitrine, la frappa 2 fois et dit « Kharn, fort, chasseur, mammouth, tombé, encore marché. » L'homme hocha la tête, poliment, comme si Kharn venait de réciter un joli poème sur l'érosion des roches. Puis quelqu'un lui a lancé de la soupe. Ce n'était pas malveillant. Probablement, un enfant s'était approché trop près avec un bol, avait trébuché et avait accidentellement baptisé Kharn dans ce qu'il décrirait plus tard comme « de la boue de racines tièdes et de la trahison ». Le camp se figea. Tous les yeux étaient rivés sur l'étrange homme poilu maintenant dégoulinant de bouillon et de confusion. Kharn se lécha les lèvres. Pas mal. Il manque du sel. La foule éclata de rire. Tout de suite, il a été accepté, ou du moins toléré.
La même chose, en fait. Allah le conduisit à travers le village. Elle le présenta aux gens. Les noms ont été échangés. Les bols ont été partagés. Moment donné, on lui a donné un chapeau cérémoniel en os qu'il a accidentellement mangé à moitié, le prenant pour de la viande séchée. L'échange culturel était difficile. Ce soir-là, un festin a été organisé. Le feu flambait. La musique résonnait. Des choses étranges et vibrantes, tendues de boyaux et de mystères. Les gens dansaient. Karn a essayé. C'était alarmant. Il se déplaçait comme un homme luttant contre des fantômes invisibles, tout en évitant les abeilles. Les enfants applaudissaient. Les aînés pleuraient. Une femme s'est évanouie, peut-être de rire. Pourtant, il souriait. Il était heureux. Jusqu'à ce que le chef prenne la parole. L'homme à la bonne barbe se leva. Il a dit beaucoup de choses. Avec des gestes, passion, pointé. Allah traduit, en quelque sorte. Il dit que certaines personnes ne te font pas confiance. Grand, poilu, sourcils effrayants, aucune offense. Pas de souci, murmura Karn. J'ai entendu pire de ma propre mère. Il veut que tu fasses tes preuves. Aide à la chasse. Apporte de la viande. Montre ta valeur. Karn hocha la tête solennellement. Facile. Moi bon pour frapper des choses. Moins bon pour ne pas se faire frapper. Mais très enthousiaste. Le chef leva un bâton cérémoniel. Tout le monde a acclamé. Karn se leva, se muscla accidentellement et renversa le chaudron de soupe. Les acclamations se sont interrompues. Oups! Le lendemain matin, Karn était armé d'une lance de secours et d'un sac de ce qu'Allah appelait des racines à grignoter. Il rejoignit la chasse des sapiens, 8 hommes et femmes, avec des armes élégantes, des stratégies fluides et des ongles propres. Karn se sentait très grand et très en sueur. Ils ont suivi une énorme élaffe. De gigantesques bois, majestueux, extrêmement rapides. Karn voulait charger. Allah le retint. « Attends, murmura-t-elle. Trappe. Ah oui. Logique. Ils ont flanqué, cerclé, encerclé. Puis quelqu'un éternua. L'élan s'est enfui. Chaos. Crier. Courir. Karn s'était lancé à sa poursuite, oubliant tout sauf un instinct profondément enraciné. Poursuivre. Frappe. Rugisse. Répète. Ce qui a suivi a été 20 minutes de pur slapstick. Karn trébucha sur 3 buissons, tomba dans un ruisseau, glissa sur une colline, donna un coup de tête à un écureuil, et enfin se lança d'une bûche dans un saut majestueux au ralenti, qui se termina par un atterrissage, la tête la première dans l'arrière-train de l'élan. Tous deux crièrent. Mais d'une manière ou d'une autre, le wapiti trébucha, roula et s'empala sur un bâton aiguisé coincé entre 2 rochers. Karn se redressa, étourdi, victorieux et couvert de salive d'élan. Les chasseurs arrivèrent. Ils ont fixé. Karn se leva, levant les 2 poings. « Me chasseur, moi gagné. Moi, probablement besoin de tétanus. » La tribu rugit d'approbation. De retour au camp, le festin était encore plus grandiose. Des chansons étaient chantées en l'honneur de Karn, bien qu'aucune d'entre elles ne rimait ou n'avait de mélodie cohérente. Pourtant, c'était l'intention qui comptait.
Le chef lui fit un signe de tête. Respectueusement, Allard sourit. Karn leva un bol. À de nouveaux amis, à la soupe étrange, et à ne pas mourir en faisant une impression. Tout le monde a applaudi. Alors que le feu crépitait et que les étoiles scintillaient au-dessus, Karn se pencha près d'Allard. Alors, ton peuple m'aime. Ils sont surpris que vous ayez survécu à vos propres pieds. Mais oui, il rayonnait. Elle prit sa main. Quelque part dans les bois, un écureuil regardait avec horreur. Il se souvenait. Chapitre 5. Sang sur la neige. Karn se réveilla avec un sourire sur son visage et un écureuil nichant dans ses cheveux. Ce n'était pas inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'était que l'écureuil le regarda, poussa un cri de terreur et s'enfuit, comme s'il fuyait un crime de guerre. « Eh bien, » murmura Karn en se redressant et en enlevant la neige de son dos. « Au moins quelqu'un se souvient de la nuit dernière. » Il s'étira, peta héroïquement, et se dirigea vers la place du village, où le petit déjeuner était déjà préparé par une équipe hautement organisée d'Homo sapiens qui n'avait clairement jamais vu un petit déjeuner dégénérer en une bataille de couteaux pour un demi-navet brûlé comme au clan Dents de Flamme. Allah était là, bien sûr, assis en tailleur avec le chef et deux anciens. Ils étaient plongés dans une discussion profonde, intense, sérieux. Quelqu'un avait même une plume dans les cheveux. C'est comme ça que tu savais que c'était politique. Karn s'est approché, s'est assis sans invitation et a commencé à mâcher un bâton. La pièce, tente, cercle de conseil, mystérieux tarpe, se tut. Le chef a dit quelque chose, sévère, rythmique. Allard a traduit. Il dit que les autres tribus vous ont remarqué. Ils pensent que tu es dangereux, qu'ils pensent peut-être que tu es en train d'espionner. Karn cligna des yeux. Espionner. Je sais à peine faire des nœuds. J'ai passé 12 minutes hier à essayer de déterminer si une pierre était comestible. Allard grimaça. Je leur ai dit ça. Ils pensent que c'est exactement le genre de choses qu'un espion dirait. C'est de la discrimination. Contre ma crête sourcilière. Le chef fronça les sourcils. Un autre ancien se leva, tenant une peau peinte de figures tourbillonnantes et de couleurs vives. Il le désigna du doigt, puis vers Karn, puis il fit un cercle avec ses bras et un geste de poignard. Karn retint son souffle. « Est-ce qu'il dit que j'ai poignardé le soleil? Parce que, si c'est le cas, c'est un mensonge et je veux un procès. » Allah chuchota. « Il dit que tu as profané la peinture des ancêtres. » Karn se figea. « Quel tableau? Celui dans lequel tu es tombé hier soir quand tu as essayé d'embrasser cette chèvre. » Oh, ils sont très contrariés. La chèvre avait l'air seule. Tu as étalé du jus de baie fermenté sur le visage de leur vénérée grand-mère lune. Karn réfléchit à cela. D'accord, oui, ça sonne mal quand tu le dis comme ça. Une réunion d'urgence a été convoquée. Les tambours ont été battus. Le feu a été allumé. Les gens se rassemblaient en couches de fourrure et de jugement en colère. Karn se tenait devant eux, frissonnant légèrement et essayant de se cacher derrière une plante décorative faite d'os de poisson. Le chef leva la main. Allah s'avança pour traduire. Puis quelqu'un dans la foule a crié. Un jeune homme, grand, élégante, sourcils soignés, le genre de sapiens qui portait sa cape en fourrure comme une déclaration de mode. « C'est Torak, » murmura Allah. « Il ne t'aime pas. » « Pourquoi ? » « Parce que tu existes. Et parce que je t'aime bien. » Karn gonfla son torse, puis il le regretta immédiatement
lorsque le bouton de sa tunique empruntée se détacha et frappa un enfant. Horak fit un pas en avant. Il pointa un doigt parfaitement symétrique vers Karn et fit un discours. C'était passionné, émotionnel. J'ai eu quelques mouvements de bassin inutiles. « Il te défie, » dit Allah. « À un duel. » Karn cligna des yeux. « Duel, comme avec des pierres ou de la poésie, s'il vous plaît, que ce soit de la poésie. Tu acceptes, oui ?» Karn, qui n'a jamais réfléchi avant d'accepter la violence, cria « Oui !» La foule applaudit, puis ils ont haleté. « Quoi ?» Karn demanda. « Tu viens de déclarer un duel judiciaire pour l'honneur de la tribu. »« Vraiment ?»« Yes. »« Oh !» Il se tourna vers Horak. « C'est un combat à mort ou juste jusqu'à ce que l'un de nous fasse un peu pipi ?» Horak sourit en coin. « Génial !» murmura Karn. « C'est le genre à sourire. » Cet après-midi-là, un cercle de duel a été tracé dans la neige. Des os, des plumes et les larmes de vieilles chèvres bordaient le périmètre. Tout le village s'était rassemblé, pariant sous forme de fruits secs et de longs regards. Karn reçut un gourdin cérémoniel. Il était magnifiquement sculpté, parfaitement équilibré et beaucoup trop petit pour ses mains de boucher. Horak arriva avec une lance, un pack de six et la confiance d'un homme qui n'avait jamais été accidentellement assommé par un renne. Allah se tenait entre eux. « Essaie de ne pas mourir. Je ferai de mon mieux. » Elle embrassa sa joue. Karn rougit si fort que ses oreilles en bouillonnaient. Les tambours commencèrent. Et puis, la folie. Karn a chargé. Horak a esquivé. Karn trébucha. Horak a ri. Karn lui lança de la neige au visage. Avantage. Horak piqua avec sa lance. Karn a bloqué avec son visage. Pas idéal. Ils se sont battus. Ils ont glissé. Ils ont accidentellement inventé la lutte moderne. Karn a finalement immobilisé Horak avec un mouvement qui ne pouvait être décrit que comme une étreinte de morse en colère. « Rendez-vous !» Karn rugit. Horak ne le fit pas. Karn éternua directement dans sa bouche. Horak céda immédiatement. La foule est devenue folle. Plus tard, alors qu'Horak était traîné pour avoir son orgueil recousu, le chef s'approcha de Karn. Il dit beaucoup de choses. Sérieux. Fier. Allah a traduit. Il dit que tu as combattu avec honneur. Tu es maintenant un membre honoraire de la tribu. Karn rayonnait. Puis-je encore embrasser la chèvre? Non. Faire. Cette nuit-là, ils ont célébré. Encore. Il y avait du feu, des rires, de la viande et des incidents de soupe minime. Karn s'est assis à côté d'Allah. Satisfait, respecté, légèrement meurtri, il se pencha. « Tu penses que les gens de ton entourage m'aiment vraiment maintenant ?» Elle l'embrassa. « C'est un oui-non. » Elle hocha la tête. Quelque part dans les arbres, l'écureuil sanglotait. Encore. Chapitre 6. La grotte du premier feu. Karn avait un rêve. Dans ce rêve, il portait une couronne en fromage, tenait un poisson enflammé et était acclamé par un public de chèvres en robe cérémonielle. Il se réveilla confus, alarmé et très affamé. « Probablement l'élan », murmura-t-il, « ou la soupe au baies, ou le stress de devenir un membre honoraire d'une tribu qui ne comprend pas mes mouvements de danse. » Allah était déjà éveillé, aiguisant un outil avec une concentration sereine, tandis que ses cheveux restaient d'une manière parfaitement ébouriffée,
que Kaarn trouvait à la fois intimidante et injuste. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ?» Elle pointa vers l'horizon. Les anciens nous laissent visiter la grotte du premier feu. Kaarn cligna des yeux. C'est soit un honneur incroyable, soit un piège. Yes. Le voyage a duré 2 jours. 2 jours de randonnée dans une neige jusqu'aux chevilles, à éviter les cerfs grognons et à écouter les conseils philosophiques désincarnés de Goran dans la tête de Kaarn. « Regarde en toi, sauf si tu es poursuivi par des loups, alors regarde dehors, et vite !» Allah menait avec confiance. Kaarn suivait avec un enthousiasme bruyant et des trébuchements fréquents. À un moment donné, il est tombé dans une congère et est ressorti couvert de brindilles et de regrets. « Ça va ?» Allah demanda. « Oui, » dit-il, couvert d'une famille de souris agacées. Ils atteignirent la grotte juste au moment où le soleil se couchait derrière les collines. C'était énorme, bâillement ouvert dans la colline, comme la bouche d'une bête ancienne qui n'avait pas utilisé de fil dentaire depuis la dernière période glaciaire. Des torches illuminaient l'entrée. À l'intérieur, de l'air chaud s'échappait, portant l'odeur de la mousse, du charbon de bois et du mystère. Allah se retourna. C'est un terrain sacré. La plus ancienne grotte que nous connaissons. Le premier feu a été allumé ici. Kaarn hocha la tête solennellement. Puis il glissa sur une roche humide et se cogna la tête contre le mur. Une tradition que je vais maintenant continuer. Les murs de la grotte étaient couverts de dessins. Pas n'importe quel dessin. Art, des lignes et des courbes dansaient en ocre, en charbon de bois et en teinture végétale fanée. Mammouth, cerf, feu, le soleil. Des gens dansant, chassant, se tenant par la main, et des silhouettes qui semblaient très familières. Allah a pointé l'un d'eux. « C'est toi !» Kaarn s'exclama. « Quoi ? Comment ? Ce n'est pas littéralement toi. C'est quelqu'un comme toi, Néandertal. » Il plissa les yeux. « Nous avons des abdos dans cet art. » Elle sourit. « Tu es légendaire ici. » Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la grotte. Allah alluma une torche. L'air devint plus dense. Les murs se rétrécirent, puis s'ouvraient sur une vaste chambre, faiblement illuminée par la lumière de champignons luminescents et de pierres anciennes brillantes, probablement radioactives et définitivement pas conformes aux normes de sécurité modernes. Au centre, un seul foyer noirci. Allah s'agenouilla à côté. C'est ça. Le premier feu. Kaarn s'agenouilla aussi. Waouh! Il le piqua. Un nuage de cendres lui frappa le visage. J'ai goûté au temps, toussa-t-il. Allah lui tendit une pochette de pigments. Qu'est-ce que c'est? Et pour dessiner. C'est la tradition. Kaarn prit la bourse. Il trempa ses doigts. Il fixa le mur. Il peignait. Il peignait. Mal. Très mal. Il a essayé de dessiner un renne. Ça ressemblait à un serpent bossu avec des bois et des problèmes d'image corporelle. Il a essayé de dessiner un mammouth. Ça ressemblait à une pomme de terre en colère. Mais il souriait. Allah dessinait aussi. Ses lignes étaient nettes, ses formes élégantes. Elle a dessiné une scène, 2 figures, l'une courte et large, l'autre grande et mince, marchant ensemble dans la neige. Kaarn l'a regardée. C'est nous. Elle hocha la tête. Il essaya de la prendre dans ses bras, mit du pigment sur son visage, et déclara « Nous sommes officiellement des artistes certifiés de la grotte maintenant. » Cette nuit-là,
Ils sont restés dans la grotte. Chaleur d'un petit feu, écho de l'histoire autour d'eux. Karn fixa le plafond. Alors, quoi maintenant? Allah haussait les épaules. Nous ramenons ce que nous avons vu. Partagez-le. Les dessins. La vérité. Nos gens, les deux côtés, étaient ici, together. Karn fronça les sourcils. Tu penses qu'ils vont le croire? Non. Cool. Mais nous leur montrerons. Lentement. Carefully. Stratégiquement? Non. Par la culpabilité émotionnelle et un récit écrasant. Ma spécialité. Le lendemain matin, ils retournèrent au village. Les anciens attendaient. Il en était de même pour Groba, qui était apparu de l'horizon comme un ouragan couvert de fourrure. Karn sourit. Groba, tu m'as suivi. J'ai senti que tu étais en danger. Et aussi, je me suis ennuyé. Elle plissa les yeux en regardant Allah, puis au croquis de l'art rupestre que Karn avait réalisé sur l'écorce. Est-ce un mammouth? Non, c'est le dessin d'Allah de moi. Oh, c'est très flatteur. C'est très flatteur. De retour au village, Karn a essayé d'expliquer tout. Le feu, l'art, l'héritage, le passé partagé. La plupart des sapiens écoutaient poliment. Un homme a demandé si les dessins prouvaient qu'il était autorisé à prendre 3 femmes. Il a été ignoré. Mais d'autres hochèrent la tête. Pensivement. Puis quelqu'un a déclaré Karn un messager de la flamme. Et puis quelqu'un d'autre a construit un petit sanctuaire autour du dessin qu'il avait fait du mammouth pomme de terre en colère. Puis quelqu'un a demandé si adorer Karn était acceptable. « Non !» cria-t-il. Trop tard. Karn avait accidentellement fondé une secte. Chapitre 7. Murmure de feu. Karn avait développé un nouveau problème, pire que de la neige dans ses bottes, pire que les hallucinations induites par les baies, pire, même, que la fois où il avait accidentellement demandé en mariage une statue de mammouth pendant un orage. Il était maintenant un prophète. Il n'a pas demandé à en être un. Il n'a pas postulé. Il n'y avait pas d'entretien, pas de formation, pas de brochure. 1 minute, il griffonnait des mammouths avec la grâce artistique d'un blaireau ivre, et la minute suivante, les villageois lui apportaient des cadeaux, s'agenouillant et chantant des choses comme « Karn parle de feu, Karn dessine des bêtes du ciel. »« Karn ne parle pas le feu, » grogna-t-il à Allah, tandis qu'un petit enfant lui offrait une betterave sculptée en forme de son visage. « Tu as dessiné 2 lignes ondulées et un cercle, » dit Allah en souriant. Ça signifie apparemment renaissance cosmique maintenant. C'était censé être un mammouth mangeant de la soupe. Il pensait que c'était le soleil qui renaissait grâce à la sagesse ancestrale. Je veux dire, c'est un peu ce que je voulais dire. Elle lui tapota l'épaule. Tu as un don. Pour le chaos. Pendant ce temps, les tensions bouillonnaient. Tout le monde n'aimait pas l'idée qu'un étranger poilu soit soudainement vénéré comme l'enfant spirituel d'un chaman et d'un feu de forêt. Horak, qui soignait encore son orgueil meurtri et son visage meurtri, tous deux infligés par Karn, s'était retiré dans sa tente et en était sorti portant une cape en peau de loup, un froncement de sourcils très sérieux et ce qui ne pouvait être décrit que comme un eyeliner malveillant. « Il complote, » dit Groba. « Je connais ce regard. C'est le même regard que j'avais avant de défier un ours à un match de lutte. »« Tu as gagné ce match, » dit Karn. L'ours ne s'en souvient pas de cette façon. Puis vint le feu, pas sacré, pas spirituel. Littéral.
Quelqu'un a incendié le sanctuaire de Kaarn. Celui avec le mammouth patate en colère. Ça a pris feu si vite que ça a brûlé les sourcils d'une chèvre voisine. Les villageois ont crié. Kaarn courut vers la fumée avec un seau d'eau et un visage plein de panique. « Qui a fait ça ?» cria quelqu'un. « Quel hérétique ose renier le prophète du feu ?» ajouta quelqu'un d'autre, d'un ton suspectement enthousiaste. Kaarn plongea l'écorce enflammée avec un grésillement et un juron. Allah apparut à ses côtés, les yeux plissés. Ce n'était pas aléatoire, chuchota-t-elle. C'était un message. Kaarn regarda les restes carbonisés de son mammouth pomme de terre. Le message est clair. J'ai besoin de cours de dessin. Non. Le message est « Tu es une menace ». Cette nuit-là, une réunion a été convoquée. Une réunion réelle, formelle. Il y avait des torches, et solennité, et des bûches pliantes, puisque les chaises n'avaient pas encore été inventées. Kaarn se tenait au centre, un projecteur de lumière de feu le rendant à la fois majestueux et légèrement en sueur. Le sanctuaire a brûlé, annonça Allah. Les symboles détruits. Ce n'était pas un accident. Murmures, secouses de tête, des soupirs. Un homme s'évanouit de manière théâtrale, puis se releva en réalisant que personne ne le regardait. Horak s'avança. « Pourquoi laissons-nous cet étranger parler au nom du feu ?» demanda-t-il. Il dessine mal. Il parle encore plus mal. Il n'est pas des nôtres. Kaarn leva la main. « D'accord, oui à tout ça, mais aussi, je n'ai pas demandé à être un prophète. Honnêtement, je suis confus. Je voulais juste ne pas mourir seul dans la neige. » Plus de murmures. « Il apporte le changement, » dit Allah. « Nouvelles idées, regardez autour. Nous avons de l'espoir. » Humour. Conversation intertribale. C'est un incident diplomatique ambulant, mais inutile. Groba se leva, les bras croisés comme une montagne en colère. Il a battu Horak en duel. Il fait rire les enfants. Et il m'a aidé à piéger un cerf en lui criant dessus jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Je visais l'intimidation, dit Kaarn. C'était surtout de la confusion, a déclaré Groba, mais efficace. Malgré le soutien, le conseil était divisé. Certains voulaient que Kaarn parte. D'autres voulaient qu'il soit en charge de l'éducation, de la distribution de soupes et des danses cérémonielles. L'un d'eux a même suggéré de construire un deuxième sanctuaire, en son honneur, fait entièrement de os de mammouth. « Pas de sanctuaire, » dit Kaarn, « s'il te plaît. Partageons juste la vérité, la grotte, le feu, ensemble, pas de culte. » Trop tard, murmura quelqu'un. Allah l'a tiré à l'écart. Nous devons découvrir qui te sabote. Quietly. Le calme n'est pas mon fort. Alors laisse-moi m'en occuper. À la lumière de la lune, Alar se faufila à travers le camp. Elle écoutait. Elle regarda. Elle trouva une traînée de suie menant à une tente. Horak. Elle s'est glissée à l'intérieur. À l'intérieur, des dessins, des duplicata de ceux de Kaarn, des marques de brûlure, et un pendentif en os avec un symbole inconnu, la marque d'une tribu étrangère. « Pas seulement jaloux, » murmura-t-elle. « C'est un espion. » Elle s'est glissée dehors avant qu'Horak ne revienne, faillant trébucher sur son chapeau cérémoniel en écureuil. Le lendemain matin, elle le dit à Kaarn. Il cligna des yeux. « Attends. Alors je n'étais pas le seul étranger.
Il a été placé ici, probablement pour nous diviser. Et vous, nous avez accidentellement unis. Karn fixa le vide au loin, accidentellement réussi. J'évolue. Un dernier conseil a été convoqué. Horak a été confronté. Les preuves ont été présentées. Il n'a rien nié. Tu lui fais confiance? Horak aboya. Le fou du feu? Le dessinateur de mammouths? Oui, dit Allah. Parce qu'il est honnête. Horak a essayé de fuir. Groba l'a fait tomber avec une louche. Justice. Avec le départ d'Horak, la confiance est lentement revenue. Le village a réparé le sanctuaire de Kaarn, avec des proportions légèrement meilleures cette fois-ci. Les gens ont cessé de chanter, mais ils venaient toujours pour des conseils, des histoires et des câlins très maladroits. Kaarn se tenait près du feu une nuit, regardant les étoiles. « Je ne voulais pas que tout cela arrive, » dit-il. Allah l'enlaça dans ses bras. C'est exactement pourquoi ça a fonctionné. Depuis l'ombre, Goran murmura, « Prophète du chaos. » Équilibre rétabli. Kaarn sursauta. « Comment es-tu arrivé ici ?» Fumée et secret. Chapitre 8. Héritage de la dent de flamme. Kaarn portait une cape en peau de mammouth, se tenait sur un rocher et criait à un groupe d'enfants confus tenant des bâtons. « Ceci, rugit-il, c'est l'éducation. » Un enfant éternua. Un autre est tombé. Les autres regardaient comme s'ils assistaient à un ours tentant de résoudre une équation. Kaarn soupira. « D'accord, peut-être qu'on commence par marcher et grogner en harmonie. » Kaarn, appela doucement Allah depuis les coulisses. Je ne pense pas que commencer une école en criant des slogans motivants aux tout-petits soit la méthode traditionnelle. « Nous inventons la tradition !» cria-t-il en retour. En plus, je crois que celui-là vient de manger un bâton. Cela faisait des semaines qu'Horak avait été banni, lancé dans le froid, avec seulement un avertissement, un petit pain plat et une insulte cinglante de Groba qui résonnait encore après des jours. Depuis lors, la paix était revenue dans la tribu. Plus que cela, l'unité. Le récit de Kaarn sur la caverne du premier feu s'était répandu. Non seulement à travers la tribu d'Allah, mais aussi à travers les groupes voisins qui venaient écouter, voir et poser des questions inconfortables comme « Pourquoi votre dessin d'un mammouth a-t-il 6 pattes ? Il courait vraiment vite », expliqua Kaarn. « C'était 2 mammouths ? Non, c'était un accident. Est-ce qu'il porte des lunettes de soleil ? L'art est interprétatif. Groba s'était déclarée vice-chancelière de Frappeur des choses. Je leur apprendrai à chasser, à cueillir et à crier correctement dans le vent, dit-elle fièrement. Goran, qui avait enfin révélé qu'il avait suivi Kaarn tout le temps, via un voyage spirituel et peut-être une série de siestes bien chronométrées, a été nommé responsable de la philosophie et de l'interprétation de la fumée. Si vous fixez le feu assez longtemps, dit-il à une salle d'enfants, il révèle soit l'univers, soit vous donne juste un mal de tête. Dans tous les cas, leçon apprise. Là, la guérisseuse, a commencé un cours d'anatomie en utilisant des légumes et des os restants. Ceci, elle tenait un navet, représente votre foi. Ne l'endommagez pas, tu n'en as qu'une. Eh bien, un navet, de toute façon. Et Kaarn, il était officiellement titré le porte-parole des histoires aux dents de flamme. Principalement parce que personne d'autre ne voulait du poste, mais aussi parce que quand il parlait, les gens riaient, ou s'évanouissaient parfois. Dans tous les cas, c'était marquant.
Il se tenait au centre du village chaque nuit, le feu crépitant à ses côtés, racontant des histoires d'unité, de survie, de la grande fiasco des rennes et de comment étreindre une chèvre pouvait mener à un incident international. « Je ne savais pas, disait-il, que tartiner du jus de baie sur un mur ferait croire aux gens que j'avais découvert le divin. Je voulais juste dessiner une collation. Les gens ont écouté. Ils ont ri. Ils hochèrent la tête. Et lentement, ils ont appris. Mais Carne savait que l'avenir n'était pas seulement des histoires. C'était la connexion. Un matin, lui et Allah se tenaient sur la falaise surplombant la vallée. En bas, des membres de plusieurs tribus, néandertaliens et homo sapiens confondus, travaillaient ensemble, se disputaient bruyamment et construisaient des structures qui, pour la plupart, ne s'effondraient pas. « Nous l'avons fait », dit Allah. Carne hocha la tête. « Tu es sûr que ce n'est pas juste un rêve fiévreux très élaboré ?» Elle prit sa main. Une seule façon de le savoir. Ce printemps-là, ils ont organisé le premier festival du feu. Il y avait de la danse. Des cris. Concours artistique impliquant des pierres. Un enfant a essayé de jongler avec le feu et a immédiatement été redirigé vers le séminaire de Groba. Ce qu'il ne faut pas mettre en feu. Carne a donné un discours. Il a duré 15 minutes, contenait 3 mots inventés et une reconstitution de l'époque où il avait confondu un ours endormi avec un pouf. La foule a éclaté de rire. Et quand il eut fini, un enfant, minuscule, aux yeux écarquillés, peut-être collant, leva la main. « Prophète du feu Carne. »« Oui, petit peut-être sucré. Qu'est-ce qui vient ensuite ?» Carne fit une pause, puis sourit. « Nous dessinons, nous construisons, nous chantons, nous tombons et nous nous relevons. Nous mangeons de la viande légèrement brûlée, nous nous disputons, nous pardonnons, nous nous souvenons. Et surtout, il désigna les étoiles au-dessus. Nous improvisons au fur et à mesure. Cette nuit-là, à la lueur du feu, Allah se pencha près. « Tu sais, murmura-t-elle, tu n'es pas qu'une bonne histoire. Tu es une bonne fin. » Carne se tourna vers elle. « Alors, assurons-nous que le prochain commencement soit encore meilleur. » Et avec cela, sous le ciel ancien, entouré d'amis étranges et de légendes encore plus étranges, le néandertalien et le sapiens marchèrent ensemble, vers l'avenir. Possiblement vers une autre catastrophe liée aux chèvres, mais cette fois, au moins, ils y feraient face ensemble.